Allez. Ok. Le but, c'est qu'on soit tous inspirés et préparés pour Rosh Hashanah. En fait, je voulais juste vous inspirer, on aurait pu faire ça en 5 minutes. J'aurais pu vous parler de notre corps humain, un miracle. C'est pas très bien ce projecteur. Ah, c'est mieux comme ça? Oui, on va bien. Ok. On voit? On va bien. Ok. Par exemple, on a type 9 systèmes dans le corps humain qui sont tous interconnectés l'un avec l'autre. Le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système digestif, le système nerveux, le système squelettique, la peau est un système aussi. Et tous marchent en symphonie. Quand on voit ça, c'est un P, c'est quelque chose d'incroyable. On a des capteurs comme les yeux, les oreilles, le nez. Le nez, c'est un capteur chimique qui peut distinguer des molécules individuelles. C'est quelque chose d'absolument incroyable quand vous regardez ça en détail. On a 30 millions de cellules, mais aussi 39 millions de bactéries. Et les bactéries sont utiles pour que notre corps humain marche, surtout pour la digestion par exemple. Le squelette, on a 200 os, moins de 10 kg. L'os est fait d'un composite de 2 matériaux, un très dur et un plus caoutchouté. Donc il peut absorber les chocs et en même temps il est très dur. En plus, il se répare. S'il était en acier, on ajouterait 30 kg de squelette. Et en fait, il ne peut pas se réparer et ce serait un désastre. On a type 600 muscles. Maintenant, je vous dis bonjour, j'ai activé 100 muscles. Je fais 2 pas, j'ai activé 200 muscles. C'est quelque chose, quand vous y pensez, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On a 100 000 cheveux qui, en fait, en théorie, pourraient tirer 8 tonnes en tant que force. Le cœur, 300 grammes, 100 000 battements par jour. Ça veut dire, si vous vivez 120 ans, c'est à peu près 4 milliards de battements. On a 26 000 respirations par jour. Et les respirations, elles vont dans nos alvéoles. On a 300 000 par alvéole par poumon, ce qui fait 600 000. Et si vous ouvrez la surface des alvéoles, vous avez un joli 3 pièces, plus que 100 mètres carrés. On a 100 000 km de vaisseaux sanguins, vous saviez ça? Oui. À l'intérieur de notre corps humain, c'est 2,5 fois le tour de la Terre. Donc Jules Verne, il aurait pu écrire le livre le tour des veines en 200 jours. Mais en fait, le tour des vaisseaux sanguins se passe en moins d'1 minute, ce qui est absolument incroyable. On a de 6 à 8 mètres d'intestin, 10 millions de villosifiles intestinales qui sont des petits fils de dimension inférieure au millimètre, tout ça pour 30 mètres carrés, etc., etc. Et je pourrais m'arrêter là, et je veux dire, les gars, ça finit. On regarde ça, on voit déjà Kadosh Baruch Hu dans le corps humain. Mais pourtant, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez des docteurs qui ne croient pas en Dieu? Oui. Heureusement, oui. Oui, on en connaît même trop. Et vous pensez qu'ils ne savent pas tout ça? Alors comment ça se fait qu'un docteur, j'espère que personne ne va être offensé, tout ça, mais un docteur, il sait ça. Et pourtant, il ne croit pas en Dieu. Comment c'est possible? Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu différent. On va prendre un exemple tout simple, mais on va creuser. Le Rav Dormil, il dit, parfois quand tu veux convaincre quelqu'un, plutôt que de lui donner beaucoup de choses comme ça, prends un tout petit chose, quelque chose de tout petit, et va creuse en profondeur, et là tu vois la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui ensemble. On va commencer avec ça. Quelqu'un sait, c'est le Kevel de qui ça? Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Mesilat Yesharim, à Tibéria. Et il a écrit ce livre qui est absolument magnifique. Ma connexion avec le Rabbi Chaim Luzzatto, j'adore ce livre-là. C'est un Sefer Mamash pour comment vivre une vie. Ça, c'est le livre. C'est le livre. Et en plus, il était italien comme moi. Donc, j'ai une petite connexion avec. Et il dit dessus quelque chose d'absolument incroyable. Il dit, il y a à Chokhmah, Hayra, qui a Chokhmah, Vehi Levada Chokhmah. C'est-à-dire, il y a une seule Chokhmah, Ira. Ira, comment on va traduire? On ne va pas traduire avec la peur, on va traduire avec la crainte, ou parfois, la crainte, je vais vous expliquer qu'est-ce que je pense qu'il veut dire par ça, dans une minute. Mais ce qui est incroyable, c'est que, attends, alors quoi, les mathématiques, les physiques, la médecine, l'astronomie, et tout ça, c'est pas des chokhmot. Il dit la seule chokhmah, c'est à la Ira. C'est la seule chokhmah. Vehi levada, c'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Alors, essayons de comprendre ce qu'il veut dire. Donc, la Ira Hashem, c'est la vraie sagesse, c'est la vraie chokhmah.
ce monsieur Gustave Eiffel, j'ai une connexion avec lui, j'adore. Je me rappelle quand j'étais venu ici, j'étais étudiant en Italie, je suis venu étudier en France à l'école centrale, et la première chose que je voulais faire, une fois que j'ai passé mes examens, c'est aller voir la fameuse tour Eiffel, la tour de monsieur Gustave Eiffel, la fameuse tour Eiffel. Il était juif. Et non, c'est des preuves. Non, Il dit qu'il est juif. Moi, je oui, savais pas il ça. est juif, bien sûr. Il était juif? Oui. Gustave Eiffel. Metsuyan. Bien sûr. Ok. Donc, quand on voit comme ça, on dit, ouais, c'est sympa, c'est joli, machin. Quand vous êtes là, essayez de voir ça. Peut-être pour vous, c'est difficile parce que je suis avec un groupe de gens de Paris, donc vous êtes habitués. Mais moi, je suis venu de l'Italie, j'ai jamais vu un truc pareil. Et je vois ce truc-là. C'est waouh! C'est cette émotion de dire, ah, la bouche comme ça, un peu, c'est incroyable. Ça, je crois que c'est ce que quand tu veux dire ira, hein, c'est vraiment d'être impressionné. D'ailleurs, je vais vous montrer une chose qui est fantastique. Tout ça, quand vous regardez en détail, la distribution des poids, la structure, le fait qu'il faut la peindre continuellement pour éviter la rouille, etc. C'est fabuleux. C'est fabuleux la Tour Eiffel. Mais j'ai un truc en plus en commun avec lui, c'est que tous les deux sommes allés à l'école centrale, Paris. Et une autre chose, j'ai regardé un website, un site internet qui a les élèves fameux de l'école centrale Paris. Évidemment, il y a Gustave Eiffel, c'est un peu dur à voir de là-bas. Et si vous regardez un peu plus bas, il y a aussi Gilbert Daniel Messine. Alors, la leçon, bon, quelle est la leçon? La leçon, c'est que si vous cherchez quelqu'un d'humble, n'allez pas chercher un professeur. Ok? Voilà, ça c'est la leçon de ça. C'est leçon numéro 1. Professeur, c'est pas synonyme avec être humble. Et le Combat à Levavot, un autre livre de Moussard fantastique que peut-être vous connaissez, il a un des le chapitre 2 chez Shara Bechina de Berouim. Il analyse la Teva, la nature, la science, et il voit Kadosh beaucoup dedans. Et il dit ici, c'est la façon la plus directe pour obtenir une compréhension de la présence d'Hachem, c'est d'examiner la chorma de Hachem dans sa création. Quand on analyse la création d'Hachem, on peut voir Hachem, c'est, par exemple, vous voyez les Avdil et les Favdalot. Vous voyez un Picasso, ou un cadre à Renoir, ou un Monet. Vous ne voyez pas Monet, il n'y a pas Renoir, mais vous voyez son œuvre. Vous voyez avec sa signature. Donc on ne peut pas voir Hachem, mais quand on voit sa création, c'est sa signature sur ce qu'il a fait. Donc l'étude de la création, c'est l'autoroute pour la Yad Hashem. On a vu que le Ramchal, il dit, la seule chorma, c'est la Yad Hashem. Et le Chorot Alevavot, il dit, tu veux l'autoroute pour ça? Regarde dans la création. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le Rav Sifrik Zatzal, moi ma teshuva, elle a commencé avec ces fameuses cassettes. Je me rappelle, ma soeur avait des cassettes piratées de Rav Sifrik. Piratée, ça veut dire pas seulement la cassette est piratée, aussi la couverture, elle était piratée. Et j'ai vu qu'il y avait ces cassettes, j'ai dit, je peux en prendre 2, j'en ai prise. J'ai dit, écoutez, wow, fantastique, merveilleux. Quand je suis venu la fois d'après, j'ai pris les autres 5 ou 6 qu'elle avait, et puis j'ai appelé. Et j'ai commandé, et puis une fois le secrétaire vient et me dit, il y a un paquet pour toi, c'était un caisson comme ça, avec tous les coffrets du Rav Sifrik. Et c'était un kiff, j'avais un projet à 1h30 de voiture, donc chaque jour c'était une cassette à l'aller, une cassette au retour. Et un truc qui était fantastique, c'est que parfois la cassette elle dure un peu plus long que le voyage, donc il y avait ce gars sur le parking de la société qui ne sortait pas de sa voiture parce qu'il devait finir sa cassette de Rav Sifrik avant d'aller travailler, il ne pouvait pas aller travailler sans ça. Et il dit, le Rav Sifrik, il dit, on dit en hébreu, les mots nes, ou pele, ou mofet, c'est des termes qui désignent des phénomènes extraordinaires au-dessus de la nature, au-delà des lois de la nature. Ça, bienvenue, vous pouvez venir. Ok. Et les Chachamim ont essayé de donner à cette définition, il dit, un semblant de rationalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, le Rav Sifrik dit dans Pirkei Avot, un Pirkei Avot qui dit, il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat au crépuscule. C'est-à-dire, juste, et il y avait la manne, la bouche de la terre qui a ouvert pour engloutir Korach, la bouche de l'âne qui a parlé contre Bilam, les tables de la Torah, etc., etc. Ces choses-là ont été créées avant. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas un nes, c'est pas un pelle, ça a été créé juste avant. C'est un semblant. Et le Maharal, il dit, Hachem veut que la création soit rationnelle, avec des lois claires, et que Hachem respecte ses lois. Il ne veut pas changer ses lois de la nature pour respecter la liberté de l'homme. Et de là... J'ai pas compris, pourquoi c'est créé juste avant Shabbat? Pourquoi?
C'est ça que le dit le Pirkei Avot. Ces choses-là ont été créées. Donc, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas quelque chose ils étaient préparés, elles ont été mises de côté, et au bon moment, elles ont été sorties mises en place pour les utiliser. Donc, c'est comme si ce n'était pas tellement un miracle, ça a été préparé avant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Ça, c'est une phrase absolument fabuleuse. Je vais vous la montrer maintenant, et je voulais vous la montrer à la fin. Et je peux vous assurer que vous aurez une algacha, des sensations différentes. Maintenant que vous l'écoutez, ok, elle est sympa. Quand vous l'écoutez à la fin, Nofel et Tassimon, comme on dit en hébreu, vous allez voir tout va être vache. La nature, c'est le voile pudique de protection que Dieu étend sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en Dieu. C'est-à-dire, ça c'est du Rav Sitru, 100%. Le voile pudique de protection que Dieu étend sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en lui. Ça veut dire, Hachem, il ne veut pas te forcer de croire en lui, parce que si tu es forcé de croire en Hachem, quel genre de récompense de Sachar on peut avoir dans la Baba? Il n'y a pas. Donc il faut qu'il y ait une façon pour qu'on ne puisse pas croire en lui. Et je vais faire un Derek Agav maintenant, qui est intéressant, parce que j'ai entendu ça de la Victor Miller, avec les découvertes scientifiques, les microscopes électroniques, les télescopes et tout ça, on voit le tout petit, on voit le tout géant, qu'on ne voyait pas avant. Donc maintenant, on devrait être mamash. Aujourd'hui, on devrait tous être plus croyants qu'on ne l'était en 1800. Et pourtant, on voit que c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Darwin et il y a d'autres théories qui sont sorties et tout ça. Alors là, vous dit quelque chose de fabuleux. Comment ça se fait Darwin, il a apparu comme ça? Parce que la science a commencé à montrer Dieu de plus en plus. Donc il fallait quelque chose pour rééquilibrer la balance, pour qu'on ait à Bechira. Parce que si on voyait tout comme ça, on voyait l'ADN, on voyait les molécules, on voyait les miracles, on voyait tout, hein, seulement un stupide ne croit pas en Dieu. Alors non, il faut équilibrer. Alors on a envoyé un Darwin pour faire un petit peu de Keilo, une espèce de raisonnement contraire. Comme ça, maintenant il faut un chikou, il faut équilibrer. Ok. Next. Qui a été le plus grand scientifique de tous les temps? Einstein. Allez, Dieu. Léonard de Vinci. Pour moi, le plus grand scientifique, mais je sais que c'est un peu difficile ce que je vais dire maintenant pour un public français, francophone. C'est plus facile pour un public anglophone. Je pense que c'est le Rav Victor Miller. Le Rav Victor Miller, je ne sais pas si vous le connaissez. Et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de le connaître. Il a une des choses qu'il faisait, il voyait Akadosh Baruch Hu dans la nature. Maintenant, je vais vous parler de l'orange bientôt. C'est tout pris de la Victor Miller avec un petit peu d'amélioration de mon côté, un peu plus scientifique. Et il y a une histoire de la Victor Miller qui est fabuleuse. Quelqu'un est allé chez lui et lui a posé une question scientifique. Et il lui a dit, attendez, je dois aller au bureau pour regarder la réponse. Il revient, il lui donne la réponse. Le gars continue à discuter. Et puis, il a une autre question, le gars. Alors la Victor Miller dit, je dois aller au bureau encore une fois. Alors il va au bureau, il revient. Et puis après, il commence à discuter et tout. Et puis le gars, il a une troisième question. Alors la Victor Miller lui dit, excusez-moi, je ne peux pas aller à la toilette une troisième fois. Parce que lui, il apprenait la science à la toilette. C'est un gaon qui a fini, quand il est décédé, à un espèce, quelqu'un a dit, je n'étais pas d'accord avec ce que Rav Miller disait, mais comment on peut argumenter avec quelqu'un qui a fini chasse plus que 100 fois? Il a fini chasse plus que 100 fois. Ok, un géant, il y a un livre fantastique, malheureusement il n'a pas encore été traduit en français, j'espère que Torah Box va le traduire un de ces jours. Ce livre, Rejoice to Youth, c'est une discussion entre un Bahour et un Chacham. Et ils discutent de tout. Ils discutent de science, ils discutent de philosophie, ils discutent de la vie, ils discutent de tout. C'est absolument fabuleux comme livre. Et voilà. Et il y a une phrase qui est magnifique, il dit la vérité est partout, mais peu d'hommes sont capables de la voir. La vérité est partout. Excusez-moi. Oui. Vous dites que ce Rav, Oui. ce Rabbi, Rav Victor Miller. Oui. donc était le plus grand scientifique de tous les temps. Est-ce que ça signifie comme le Rav Adin Zasta, vous avez compris. Oui. Est-ce qu'il avait un parcours scientifique et Non. il est devenu rabbi? Non. Non. Voilà. C'était un rabbin à 1000%, à 10 000%. Mais ce qu'il faisait, quand je dis c'est le plus grand scientifique de l'temps, il n'a rien inventé. Il n'avait pas un labo, il n'avait pas d'étudiants, il n'a jamais mis le pied dans une université. Ce qu'il faisait,
c'est qu'il pouvait voir un objet. Si vous attendez juste quand je vous parle d'orange, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et de là, il voyait des choses que les scientifiques ne voient pas. On va voir ça si vous attendez juste quand j'arrive à l'orange, vous me posez de nouveau la question si ce n'est pas clair. Alors, la recette qu'il avait pour acquérir la sagesse, la vraie sagesse, c'est regardons attentivement tous les phénomènes qui sont autour de nous, réfléchissons sur ce que nous voyons, observons encore plus attentivement, et réfléchissons encore un peu plus, et répétons le cycle plusieurs fois. Et il dit, quand tu fais ça, tu vas arriver à être en admiration de Hachem. Et en fait, il dit à un point dans une cassette, je ne me rappelle plus exactement le détail, mais il dit qu'il avait regardé une fleur, et je ne me rappelle plus si c'était pendant 2 heures ou 20 minutes. Mais on parle de quelqu'un qui ne perdait pas 1 minute de l'étude. Donc, un Rav Egdol qui passe 20 minutes à regarder une fleur, c'est un pélé. Okay? Et il dit, j'ai atteint un niveau qui était le plus proche que j'ai jamais eu de la prophétie. En regardant une fleur pendant 20 minutes. Mais parce que le Rav Egdol, quand il voyait une fleur, il voyait des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Parce que quand vous réfléchissez à la complexité de la fleur, on va regarder un petit peu de tout ça aujourd'hui. Comme la graine. Comme la graine. Voilà, l'orange. Ça, c'est avec Dolmelo, madame. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il aurait dit là? Il dit, regarde, il y a une connexion avec un mécanisme de relâchement temporisé. L'orange, elle est attachée à l'arbre, elle est très bien attachée, et quand le fruit est mûr, cet attachement qui a été toujours très solide, maintenant il commence à devenir un peu faible. Comme ça, l'orange peut tomber, on peut la récolter. Premièrement, il y a 3 niveaux de packaging. Il y a c'est une housse imperméable anti-soleil, un antibactérie qui protège l'orange et anti-choc. Parce que quand l'orange tombe, on ne veut pas qu'elle explose. Et quelqu'un m'a fait remarquer, le Rav Gobert, il m'a dit juste aujourd'hui, plus le fruit est grand, plus l'épluchure elle est épaisse. Parce que compte tenu qu'il doit absorber plus de choc, il faut plus de matériaux pour absorber le choc. C'est tel tout ça. Ça, c'est donc le premier niveau de packaging. Il y a une deuxième, et c'est couleur extérieure temporisée, c'est-à-dire elle est toujours verte, mais elle est orange quand elle est prête pour dire, viens, mange-moi. Quand elle est verte, on ne la voit pas, elle est au milieu des feuilles, elle est dissimulée parmi les feuilles, mais quand elle devient orange, elle dit, allez, je suis prête, comment? Viens, prends-moi. L'intérieur, il est blanc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à l'intérieur. Une fois qu'on est ouvert, on s'en fiche de la couleur. Mais l'extérieur, il faut attirer pour aller la prendre. Elle a une bonne odeur, cette peau, elle est antibactérienne. Et deuxièmement, il y a le deuxième niveau de packaging, c'est ce qu'on appelle les gousses, n'est-ce pas? Si vous le remarquez, il y a une petite peau fine qui contient la gousse, il y en a type 8 ou quelque chose comme ça dans une orange. Et c'est le deuxième niveau de packaging. Et il y a un troisième niveau que quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des petites pochettes dimension millimétrique. Il y en a des milliers. Chacun appelle ça en anglais un burst of flavor, une explosion de saveur. Parce que chacune a l'explosion de saveur de l'orange. Quand vous mangez l'orange, vous avez tout ça. Des bouteilles. Pardon? Des petites bouteilles. Oui, une petite bouteille. Et puis il y a le pépin. Mais avant que je dise ça, je veux dire un truc qui me fascine. Et qui comprend, qui ne comprend pas, on va continuer, pas de problème. Il y a un problème mathématique ici. Quand vous avez une sphère, si vous vous rappelez, le volume, c'est 4 tiers pi grec rayon au cube, et la surface, c'est 4 pi grec rayon au carré. Donc, le volume, c'est un cube du rayon, et la surface, c'est un carré du rayon. Ça veut dire que le taux est différent. C'est-à-dire là, vous avez des molécules qui arrivent à partir de la connexion. Il y a des molécules qui doivent aller à l'intérieur et des molécules qui doivent aller sur la peau, sur la surface, sur l'épluchure. Premièrement, ces 2 molécules sont différentes parce que vous savez que l'intérieur de l'orange est différent que de la l'épluchure, complètement. Donc, il y a 2 types de matériaux, un va à l'intérieur, un à l'extérieur. Mais la deuxième chose, c'est que vous devez synchroniser un cube avec un carré. Et ça veut dire que les 2 taux de croissance doivent être complètement synchronisés. S'ils ne l'étaient pas, imaginez que l'intérieur, il croît plus vite que l'extérieur, la peau, elle se casse, n'est-ce pas? Et si l'intérieur, il croît moins vite que l'extérieur, la peau, elle commence à être... elle ne s'attache pas. Donc les 2 doivent être synchronisés. Quand vous avez une orange, vous avez la peau qui est exactement où il faut. Là, avec Dormir, il dit c'est quelque chose d'incroyable. Il dit quand si un évolutionniste vous énerve, et vous voulez lui répondre, posez-lui la question. Dites-moi, pourquoi tous les fruits, parlons d'orange spécialement, quand ils sont mûrs, l'épluchure, elle est facile à éplucher, mais quand ils ne sont pas mûrs, elle n'est pas facile. Quelle est la forma de cette question? C'est que
les théories de matérialistes disent la force du meilleur est toujours la meilleure, le meilleur va gagner, etc. Donc l'arbre, qu'est-ce qu'il s'en fiche de nous pour manger une orange? Si l'arbre il était juste pour sa survie, il n'en aurait rien à faire que nous mangions ou ne mangions pas l'orange. Il n'en aurait rien à faire de changer la couleur, de faire tomber l'orange, etc. Mais en plus, l'épluchure, pourquoi il aurait dû faire en sorte qu'elle est plus facile à éplucher? La seule des raisons pour que l'orange soit plus facile à éplucher quand elle est mûre, c'est parce que l'orange est dessinée par Akadosh Baruch Hu pour que nous la mangions. Ça s'adresse à nous. Elle s'adresse à nous, exactement. Puis en fait, on a, à part tous ces miracles, on a à l'intérieur des pépins. Et ce pépin, il a toutes les informations pour former un autre arbre qui va pousser des centaines ou des milliers d'oranges encore. C'est absolument incroyable. Et les pépins, ils sont blancs, donc ils ne sont pas étriants, il n'y a pas de couleur. Ils sont glissants et ils sont amers. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous dire, crache-moi par terre pour que je puisse faire un travail. Ils ne sont pas à manger. Ils te disent clairement, ne me mange pas. Ne me mange pas, je ne suis pas à manger. L'orange, oui, très bonne et tout. Le pépin, par terre. Alors la méthode scientifique, on pose une question, on fait de la recherche et on fait une hypothèse. On émet une hypothèse, on fait des expérimentations et on analyse les résultats et de là on a une conclusion. Mais souvent ça ne marche pas comme ça. Hein. Souvent la conclusion ou les résultats ne confirment pas l'hypothèse. Si l'hypothèse n'est pas confirmée, il faut revenir en arrière et revoir l'hypothèse. Et ça se passe toujours en science comme ça. En fait, Richard Feynman, qui était un prix Nobel de physique, juif, il disait que toute théorie est valable jusqu'à ce que quelqu'un ne la prouve qu'elle n'est pas valable. Par exemple, si maintenant je vous disais, moi j'ai une nouvelle théorie de la vérité, si je laisse tomber, si j'ouvre ma main maintenant, ce truc-là, il va commencer à voler. Bon, je peux faire une expérience immédiatement, je ne vais pas la faire parce que c'est. Si j'ouvre ma main, il va tomber, et mon hypothèse, on va tout de suite à la poubelle, n'est-ce pas? Donc, quand vous avez une théorie, il faut qu'elle soit valable. Voyons qu'est-ce que ça veut dire. Et avant de ça, il y a aussi une autre chose qui est intéressante. J'aime bien cette analogie. Comment se fait la science? Je pense qu'il y a deux façons de faire de la science. Une, c'est la façon lieutenant Colombo. Vous connaissez le lieutenant Colombo? Il était fabuleux. Et l'autre, c'est Agatha Christie. Alors, quelle est la différence entre le lieutenant Colombo et la Agatha Christie? Le lieutenant Colombo, quand le film il commence, on sait exactement qui a tué, la scène du crime, comment il a tué. On sait tous les détails. On sait tout. Et puis après, il doit aller à rebours pour savoir comment ça s'est passé et reconstruire le tout. D'accord? Et ça, c'est l'exemple, par exemple, les rayons X. Röntgen, c'est intéressant parce que les rayons X en Israël, ils appellent ça Röntgen. C'est le seul pays. Dans tous les pays, on appelle ça rayon X, X-ray, Raji X, mais quand on va en Israël, c'est Röntgen. Röntgen, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait des expériences avec des ampoules presque vides avec des hauts voltages. Et puis il a remarqué quelque chose qui brillait sur un écran qu'il avait là-bas. Il a appelé sa femme, il a dit mets ta main comme ça. La pauvre femme, elle a eu une dose de rayon X qu'on n'a pas pendant toute une vie. Et on a sa fameuse bague qui est là-bas. Et de là, on faisait les rayons X. Mais on ne savait pas comment ça marchait. Et en fait, c'était une histoire tragique parce que les premiers chercheurs qui ont fait des rayons X, souvent ils ont perdu leurs mains parce qu'ils ne savaient pas que c'était dangereux. Alors ils étaient en train de s'exposer continuellement. Et ils ont eu des conséquences terribles. Et après, on a compris comment ça marchait les rayons X. Mais ça, c'est après. On voit un certain résultat, et après, il faut expliquer pourquoi, et de là, on comprend la science. Le Agatha Christie, c'est différent. Agatha Christie, c'est quand vous avez leur livre, j'en ai jamais lu un, mais j'ai compris que c'est comme ça, c'est vous avez un tome de 400 pages. Pendant les premières 397 pages, il y a 4 suspects, vous n'avez aucune idée de quel c'est, et dans les 3 dernières pages, vous comprenez qui c'était. Hein? Donc et ça, on fait ça dans la science quand on fait surtout de la modélisation informatique. On en fait beaucoup aujourd'hui. On peut prévoir certains matériaux qui auront certaines propriétés basées sur des... Et puis après, on fait si on peut, on essaye de faire l'expérimentation, on les synthétise et on voit s'ils se comportent comme la modélisation avait prévu. Ça, c'est les deux types de sciences. Maintenant, le Rav Dessler, il y a un livre magnifique. Je ne sais pas comment il s'appelle ça en français, en anglais c'est Strive for Truth, Mirtav Me'Eliyahu. C'est des lettres de Rav Dessler. C'était un étudiant, je crois, de la yeshiva de Kelm, un maître de Moussar et un penseur avec quelque chose d'incroyable. Il dit la chose suivante, il dit la seule différence, il compare la résurrection des morts,
la croissance d'une graine. Vous mettez une graine, vous avez un arbre. Et vous avez un mort, résurrection d'un mort. Il compare les deux. Il dit, la seule différence entre les deux est que nous sommes habitués à la résurrection des graines, mais nous ne sommes pas habitués à la résurrection des personnes. C'est vrai parce qu'on n'a jamais vu une personne, ou la résurrection d'une personne, mais on a vu des graines et des arbres qui sortent. Donc on est habitué à l'un, pas à l'autre. Mais regardez qu'est-ce qu'il ajoute maintenant. Si la situation était inversée, c'est-à-dire on était habitué à voir des gens sortir de la terre, mais pas des arbres, nous appellerions la résurrection des corps nature et la résurrection des graines miracle. Ça veut dire qu'on ne comprend pas que c'est un miracle parce qu'on est habitué. Donc qu'est-ce que c'est un miracle? C'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. Si on est habitué, on ne le considère pas comme un miracle, mais nous allons voir aujourd'hui que c'est un miracle. Et donc, parlons de la graine. Qu'est-ce qui peut être plus simple qu'une graine? Et aujourd'hui, on va aller dans les détails. Alors la question, ça, j'ai cherché, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de la graine? J'ai trouvé un scientifique fabuleux, mais il faut voir s'il est vraiment honnête. Hein. Je vous défie à regarder et à écouter ce qu'il dit, et à penser, est-ce qu'il a dit toute la vérité ou pas? Parce que les scientifiques, parfois, ils truandent. Hein. Alors, on va voir un petit peu. Voyons, il a l'air sympa en plus. Une graine, est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple qu'une graine? Vous pouvez penser, mais c'est pas qui va voir la science dans la graine. Donc de là, vous voyez que la première chose que le haricot fait, c'est de planter la racine, le début de la racine, vers le bas. En fait, vous voyez qu'il y a des racines secondaires qui poussent de côté et qui commencent à s'ancrer dans le sol. Une fois que ça s'est bien ancré dans le sol, ça commence à pousser la tige. Et vous voyez la force de la tige qui soulève la terre. On remarque que la racine, elle rentre dans le sol, va vers le bas, et la tige, évidemment, vous dites, mais c'est évident. Je veux qu'on réfléchisse sur un certain point. La graine, elle a une certaine orientation. D'un certain côté, la racine, elle sort, de l'autre côté, la tige sort. Est-ce que vous pensez que le fermier va mettre les graines une par une dans la bonne direction pour que la sortie de la racine soit vers le bas, la sortie de la tige vers le haut? Imaginez d'être la graine. Je suis la graine. Et maintenant, qu'est-ce que c'est la graine? La graine, elle a dedans un microprocesseur. Elle a une grande base de données encyclopédique. Et elle a une usine chimique. L'usine chimique, elle crée des molécules, qui sont des molécules de la racine. Et en plus, le processeur, il dit attention, il faut aller vers le bas. Donc, réoriente la racine vers le bas. Et en même temps, ou juste après, la tige commence à pousser. Et la tige, c'est d'autres matériaux chimiques. C'est pas les mêmes. C'est des matériaux différents. Et donc maintenant, vous avez la tige qui va vers le haut, les racines qui vont vers le bas, ils continuent à croître. Et imaginez que c'est un arbre fruité. Parlons d'une orange, par exemple. Une graine d'orange. Ça commence à croître le tronc, et le tronc, il croît, il est vert. Et puis après, au fur et à mesure, il commence même à s'élargir, il pousse en hauteur et il pousse en largeur. Et en fait, en largeur, la composition chimique change et ça devient du bois. Et à un certain point, le programme, il dit « Ah, mais là, il faut croître les branches. » Et donc, il va choisir où croître les branches. Les branches commencent à croître, et à un certain point, un autre programme se déclenche. Maintenant, il faut croître les branches secondaires, les branches sur les branches. Et ainsi de suite. Et à un certain point, qu'est-ce qui se passe? Il faut croître les feuilles. Les feuilles. Mais attendez, les feuilles sont vertes, les feuilles sortent, elles ont tout un système de nerfs pour la sève, et elles sont vertes. La croissance des feuilles fait en sorte qu'il y a un maximum d'exposition au soleil. Donc toutes les feuilles essaient de ne pas croître au-dessus d'une autre, pour ne pas obscurcir le soleil de l'un. Et les feuilles sont vertes. Attendez, vert, la graine elle n'est pas verte, le sol il n'est pas vert, l'eau elle n'est pas verte, l'air il n'est pas... D'où vient le vert? Qu'est-ce que c'est que le vert? Le vert au niveau scientifique, c'est que toutes les fréquences du soleil sont absorbées par la feuille, sauf le vert qui est rejeté et qui est jaune, qu'on voit, et donc on perçoit que c'est du vert. Donc c'est un matériau chimique différent de celui du bois, par exemple, de la branche. Et puis à un certain point, le programme il déclenche un autre programme, il faut maintenant les fleurs. Et les fleurs, elles sortent, elles sont un peu blanches, un peu roses, un peu jaunes. D'où viennent ces couleurs? C'est le moment de croître le fruit. Mais ce qui est fascinant, il décide où s'accrocher. Et le fruit, quand il commence à croître, quelle couleur il a? Il est vert. Pourquoi il est vert? Comme ça, on le comprend avec les feuilles. On n'a pas envie de le manger, on sait qu'il n'est pas mûr. Donc, c'est confondu avec les feuilles. Ça nous envoie un message. Attention, ne me crois pas encore, je ne suis pas prête. Et elle commence à croître. Là, au niveau scientifique, vous pouvez penser qu'il y a un problème
assez monstrueux parce que vous avez un volume et une écorce. L'écorce, c'est une surface. L'intérieur de l'orange, c'est un volume. Donc, l'usine chimique, elle doit procurer certains matériaux à l'intérieur de l'orange, au goût, et d'autres matériaux pour la surface. Et la surface, elle est verte, donc on avait dit, elle a une certaine composition chimique qui reflète seulement la couleur verte. À un certain point, le programme il dit, ah, l'orange elle est mieux, elle est prête, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Alors maintenant, on change la composition chimique de l'écorce en orange. Donc ça change de couleur, ça veut dire maintenant, la composition chimique a changé parce que maintenant c'est un matériau différent qui permet de refléter la couleur orange et pas la couleur verte. En même temps, la tige, elle commence à s'affaiblir. La tige, elle était super solide et maintenant elle commence à devenir un peu faible pour que l'orange, à certains points, puisse même tomber, qu'on puisse la ramasser et la goûter. En plus, l'écorce, la surface de l'écorce, pas seulement a changé de couleur, elle a aussi procuré, elle est d'un certain matériau qui rejette un petit peu les insectes qui veulent s'accrocher un petit peu, et en plus, elle a une très bonne odeur, comme on sait, l'écorce de l'orange. On peut se poser la question, pourquoi l'écorce elle est blanche à l'intérieur, elle est orange à l'extérieur? L'orange à l'extérieur, comme dit le Victor Miller, elle nous dit, ah ouais, je suis prêt, tu peux me manger. L'écorce à l'intérieur, on n'en a pas besoin, donc on peut la laisser blanche. Et de là, on peut se poser des questions. On a juste commencé tout ça. Mais imaginez la banque de données qu'il vous faut au niveau informatique pour un programme du genre. La croissance des racines, la croissance du tronc, de la tige, des branches, des feuilles, des fleurs, du fruit. Et tout ça, c'est tous des éléments, des molécules différentes. La molécule du tronc, c'est différent de la molécule de la feuille, c'est différent de la molécule de la fleur, différent de la molécule de l'intérieur de l'orange, qui est différente de la molécule de la surface. Et je vais m'arrêter là parce que j'explose là. Et toutes ces informations-là, elles sont dans la petite graine? Dans la petite graine, il y a tout ça. Toutes ces informations. Toutes ces informations. Et on se pose rarement ce genre de questions qui sont assez fondamentales. Mais bon, c'est le but de la série, nous faire poser des questions scientifiques et réfléchir à la beauté de notre création. Parce qu'on prend tout ça comme un acquis. On ne réfléchit pas, on appelle ça du vergel. On est habitué à ça, c'est normal. On plante une graine, on a un arbre, mais quand on réfléchit, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'une personne intelligente? Et le Rashi répond à Shoel derech Chochma. À Shoel derech Chochma, celui qui pose des questions intelligentes. Il a l'air sympa. donc, si on analyse ce qu'il a dit, je veux qu'on analyse tout ce qu'il a dit critiquement et voir si vraiment il a dit toute la vérité et que la vérité. Son modèle est le suivant. Il dit que la graine, c'est un super ordinateur qui a un programme gigantesque et qui a une usine chimique. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Mais donc ça, c'est son modèle. Est-ce un bon modèle? Question numéro 1. Est-ce un modèle complet? Est-ce qu'il est complet? Ce modèle lui manque quoi que ce soit? Et troisième question, est-ce que ce modèle est-il toujours valable? Alors voyons qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Premièrement, est-ce que la science est-elle toujours vraie? Je sais que parfois il y a des gens qui sont surpris quand je dis ça, mais si vous regardez dans Wikipédia, ça c'est en anglais, mais List of Scientific Misconduct Incidents, il y a une liste d'une quinzaine de pages de cas de scientifiques qui ont truandé leurs résultats. Il y a eu un cas absolument spectaculaire, il y a 15 ans ou il y a 10 ans, ce gars-là, cet Allemand, Jan Hendrik Schön, il avait inventé des résultats, il faisait une recherche qui était hyper pointue, des dispositifs de transistors à molécules uniques, un truc super faramineux, et il avait des résultats machou. Il commence à publier sur Science and Nature. Science and Nature, c'est des magazines, des journaux scientifiques. Si vous avez un article comme ça, votre carrière, elle est parfaite. Voilà. Et il publie, je ne sais pas, une quinzaine d'articles. Chaque mois, un sur Science, un sur Nature. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres équipes dans le monde qui veulent répliquer leurs résultats. Ils commencent. Il y a des étudiants qui font leur doctorat, qui essayent de répliquer ce qu'il avait fait. Ça ne marche pas. Ils essayent, ça ne marche pas. Ils essayent, ça ne marche pas. Comment? À un certain point, il y a des doutes qui sortent. Parce que tout le monde se plante, personne ne réussit à faire le résultat. Ils réussissent. Alors quelqu'un, à un certain point, il commence à faire des enquêtes. Il voit qu'un article qui a été publié, disons, au début, et un autre qui a été publié 3 ans après, il avait le même niveau de bruit dans un graphe. Bruit, c'est un phénomène aléatoire. On ne peut pas avoir le même niveau de bruit quand on fait même 2 expériences, une après l'autre, avec le même système. Et donc là, ça montrait qu'il avait triché. Et après, il a confessé, ils lui ont retiré le doctorat, puis ils le leur ont donné, puis ils le leur ont retiré, je ne sais pas quelle est l'histoire. Ça, c'est un cas assez monstre. Il y en a d'autres mouchpatim,
Watson et Crick, ceux qui ont découvert l'ADN, est-ce que c'est eux qui ont découvert l'ADN? Un peu, oui, mais ils ont utilisé les résultats de microscopie de Rosalind Franklin, cette femme, ils ont juste pris ces résultats, ils ont pris le prix Nobel, et celle-là, elle n'a rien eu. Voilà, ça c'est la gentillesse de certains scientifiques. Et tout le monde le sait, je ne dis pas des trucs nouveaux. Vous allez chercher, vous allez voir. Donc il faut attention, quand on parle de scientifique, fake science. Right? J'ai dit, quand j'étais à l'Anana, quelqu'un m'avait posé la question sur le carbone 14. Carbone 14. Le carbone 14, j'ai dit, carbone 14, c'est basé sur une extrapolation. On a des données qui sont bien précises pendant une certaine durée d'années, mais puis après, on fait une extrapolation. Alors j'ai posé la question. Je vais vous poser, par exemple, je vais vous poser la question. Quelle est votre hauteur? Combien êtes-vous haut? 1,75. L'année dernière, c'était quoi la hauteur? L'année dernière? Ouais. Ça dépend le matin ou le soir, mais ça peut préparer. 1,75. Et il y a 2 ans? Pareil. Il y a 5 ans? Toujours pareil. Il y a 10 ans? Il y a 15 ans? Il y a 20 ans? Vous voyez, j'ai toute une série. Alors je peux vous dire que ce monsieur, en 1835, il était 1,75 m. J'ai fait extrapolation. Pourquoi quand il est né 1,75 m. J'ai extrapolé. N'est-ce pas? Je suis un scientifique, j'ai des diplômes, hein, et que vous me regardez comme ça. Non? Voilà, c'est extrapolation. Voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention. Pardon? On ne prend pas les données en fonction de la... Il faut faire attention quand on parle d'extrapolation. Il faut savoir si les hypothèses derrière sont toujours vérifiées quand on extrapole. Et parfois, elles ne le sont pas. On sait très bien qu'il y a croissance, n'est-ce pas? Je peux extrapoler, je ne sais pas, je prends une personne et il est 1,75 m pendant un certain temps, mais à un certain point, ça commence à descendre parce qu'il était, un certain, il est né comme bébé, n'est-ce pas? Il était comme ça. Voilà. Voilà un exemple où la science a changé un petit peu. La fameuse mécanique newtonienne qu'on apprend à l'école, somme des forces égale des masses, et avec ça, on a construit des bâtiments, des voitures, des avions et tous les objets qu'on utilise aujourd'hui. Parfait, il marche bien. Vous avez pris l'avion grâce à ça. Ok? Par contre, est-ce que ça marche pour le très rapide ou ça marche pour le tout petit? Eh bien voilà, c'est là que ça marche plus. Par exemple, pour le tout petit, on rentre dans le domaine de mécanique quantique, qui est complètement différente. Quand on va dans le très vite, on rentre dans la relativité. Et si on est dans le très vite et dans le très petit, on a quantum field theory, si encore on n'en parle pas de qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que ce qu'on disait mécanique newtonienne, on pensait que c'était la théorie finale. Ce n'était pas la théorie finale, elle valait dans certaines limites. Les limites sont moins vite que la vitesse de la lumière et bien plus grand que les dimensions atomiques. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Revenons à la graine maintenant, avec cette base scientifique. Quand j'étais jeune, j'avais plusieurs passions, le vélo, le stéréo, machin, les pauvres mes parents, ils m'ont acheté une chose après l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a un moment, j'avais même la passion du jardinage. Il y avait un magasin qui s'appelait Ingegnoli à Milan. Et il avait plein de graines, toutes les graines dans un petit sac avec la photo de ce qui sortait. C'était très joli. J'avais acheté les graines, je ne les ai jamais plantées. Mais bon, voilà. La question c'est, que se passe-t-il si les graines restent dans leur enveloppe? Elle sèche ou elle pourrisse. Vous dites? Moi, je ne dis rien. Je vais vous démontrer dans une minute pourquoi je dis rien. C'est rien. C'est des petits cailloux, ils font rien. Essayez d'acheter. J'ai des graines, sûrement, si je les retrouve, ces graines de quand j'étais petit, je les plante, on va voir si. Je vous dis, elles vont marcher. Donc, si elle ne fait rien, il n'y a pas de super ordinateur, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'usine chimique. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait le scientifique avant? Il disait que la graine, c'est un super ordinateur avec l'usine chimique et la base de données. Mais dans l'enveloppe, elle ne fait rien. N'est-ce pas? C'est comme un objet mort. Nous devons planter les graines dans la terre. Et en fait, la question, combien de temps vous pensez qu'on peut conserver les graines avant de les planter? Expiration. Qu'est-ce que ça veut dire la vie? 100 ans? 120 ans? Plus. Plus? Moins? C'est beaucoup 120 ans. Parce que ça n'existe Il y en pas a qui ont encore. trouvé 1000 ans après Alors je vous dis ce cas exceptionnel. À Masada, à Masada, ils ont trouvé une urne avec des graines de dattes. Parce que les gens, pendant le siège, étaient en train de manger des dattes, ils crachaient les pépins dans l'urne, puis ils se sont fait tuer. Et ces graines, elles sont restées dans l'urne pendant près de 2000 ans. Les noyaux, pardon, les noyaux. Mais le noyau, c'est la graine.
c'est la même chose. Non, mais c'est dur. C'est dur, mais c'est des cailloux, c'est font rien. Ils étaient dans cette urne pendant près de 2000 ans. Alors ils ont pris ça, ils l'ont mis dans un labo, et 40 ans après, un des scientifiques a dit pourquoi on n'essaie pas de les planter, peut-être qu'on peut voir quel était le goût des dattes d'il y a 2000 ans. Alors ils ont dit on va planter ça, ils ont planté et ils ont eu un arbre. Ça a marché. Mais ça, il y a les graines, on ne peut pas savoir, il y a les graines mâles et les graines femelles. Les graines mâles, elles font des arbres qui ne donnent pas de fruits, et les graines femelles, elles donnent des fruits. Et ça, manque de bol, c'était une graine mâle. Donc ils ont planté une autre, et elle a marché, c'était une femelle, et ils ont eu des dates. Ils ont eu des dates. Si vous regardez dans l'internet, vous allez voir qu'ils appellent ça Mathusalem. En novembre 2011, ils ont réussi à avoir cet arbre-là dans un kibbutz. Et ils ont maintenant les dates comme elles étaient il y a 2000 ans. Incroyable. Donc vous avez cet objet qui est totalement mort dans l'enveloppe. Donc l'enveloppe, sûrement si je les retrouve, mes enveloppes, elles vont marcher. Elles ont peut-être 40 ans maintenant, elles vont marcher encore. Ils ont mangé. Pardon? Ils ont mangé les dates. Ils ont mangé les dates. Est-ce qu'elles étaient bonnes? Apparemment. Ils sont vivants. J'ai pas goûté. Malheureusement, ils m'ont pas invité. Ils m'ont pas invité au resto. Alors, regardons un peu, qu'est-ce qu'elle fait la graine. Donc, on a compris que la graine, elle a besoin de terre. Ce scientifique d'avant, il a rien dit de ça, n'est-ce pas? C'était un peu un manque. Ce monsieur, Eric Drexler, il a écrit un livre très fameux qui s'appelle Engines of Creation, un peu arrogant comme dans les années 90, mais il a vulgarisé la nanotechnologie. Cette nanotechnologie, c'est-à-dire que c'est quand on fait de la recherche au niveau des atomes. Mon labo, il fait de la nanotechnologie. J'ai été fasciné par ce livre et je me suis fait avoir avec ça. Alors, et il dit, dans son livre, il y a une phrase, excusez-moi, j'espère que vous n'avez pas mangé juste avant. Il dit, imaginez une machine ressemblant à un micro-ondes où vous mettez de l'excrément de vache dedans, et après avoir rearrangé ce micro-ondes, il bouge toutes les molécules des excréments de vache, il le arrange, puis vous ouvrez la porte, il y a un steak frites. Parce que c'est les mêmes molécules. La bouche de vache et le steak, c'est la même molécule. Mais elles sont juste disposées de façon différente. Je ne veux pas vous choquer, mais les femmes, généralement, on m'a dit, elles aiment le diamant. Je ne sais pas si c'est un mythe ou pas. Mais vous devez savoir une chose. Le diamant et le carbone, le charbon qu'on met pour le barbecue, c'est la même chose. C'est les mêmes atomes. C'est les mêmes atomes. Le diamant, c'est juste qu'ils sont disposés de façon différente. Et en fait, je vais vous dire plus, quelque chose de choquant. Au niveau thermodynamique, le diamant, il veut vraiment être carbone, parce que le carbone, il est dans un état d'énergie plus bas. Donc le diamant, il souffre, il veut devenir carbone. J'ai jamais entendu d'histoire de la femme qui va dormir, elle met sa bague dans le tiroir, elle se lève le matin, ah, carbone. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Et ça ne se passe pas pourquoi? Parce qu'il y a une énergie d'activation. C'est comme par exemple, je vis ici, et je suis totalement malheureux. Là-bas, il y a un village fantastique, je veux y aller, mais il y a une montagne entre les deux. Je n'ai pas la force d'escalader la montagne, mais je veux être là-bas. Donc le diamant, il veut être là-bas, mais il ne peut pas escalader la montagne, heureusement pour les femmes. Ok? Donc, voilà. Donc là, en revenant à ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est cette machine? Elle prend les molécules, elle les bouge, et elle forme quelque chose d'autre. N'est-ce pas ce que fait notre semence? En fait, qu'est-ce qu'on met? La graine utilise le sol et ses nutriments et les transforme pour créer toutes les molécules nécessaires aux racines, troncs, branches et tout ça. Et d'où elle prend ça? Quel est le meilleur nutriment? C'est l'excrément de la vache. N'est-ce pas? On fertilise les champs avec des excréments. Qu'est-ce qu'elle fait, la graine? Elle prend les molécules qu'il faut, elle les réarrange de façon différente, et voilà, le tronc, les feuilles, les fleurs, les fruits et tout ça. Ok. L'orange, j'espère que vous allez la manger encore, elle est très bonne, elle est très bonne. Mais ce phénomène, ce que je veux, c'est pas vous dégoûter de l'orange, mais vous faire apprécier qu'est-ce que la graine, elle fait. La graine, elle doit prendre tout ça, réarranger tout ça, pour que ce soit, pour faire quelque chose de vraiment splendide, qui est une orange. Et il y a en plus les graines, c'est quelque chose, ok, on connaît tous les graines comme ça, n'est-ce pas, des petites poussières, des trucs comme ça. Je vais vous montrer des types de graines, la technologie de la graine qui est fabuleuse. Les graines de pêche. Vous savez que la pêche, elle a ce noyau qui est très dur, n'est-ce pas? Et il est très dur, pourquoi? Parce que comme ça, les hommes ou les animaux peuvent pas manger, ça casse les dents, c'est trop dur. Mais en fait, c'est fait de deux moitiés avec la graine à l'intérieur.
ces deux moitiés, elles sont collées avec une colle très 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 forte. Il n'y a pas moyen de la décoller. Faites des expériences. Par contre, vous la mettez dans le sol, les enzymes du sol bouffent la colle, ça s'ouvre et la graine elle pousse. Pelle et pelle out, n'est-ce pas? Donc comment? Un autre type de technologie de graine, c'est ça. Aidez-moi le mot en français, dandelion en anglais, comment vous appelez ça? Pissenlit. Ok. Les pissenlits, ils ont la graine ici et ils ont un petit parachute au-dessus. Donc avec le vent, ces petits parachutes, ils volent. Comme ça, un va atterrir là-bas, un va atterrir là-bas, un là-bas, comme ça, il y en aura de partout. Et vous en aurez d'autres, des pissenlits de tous les côtés. Voilà. Fantastique, n'est-ce pas? Ça c'est les graines d'érable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi quand j'étais à Milan, je me rappelle, quand vous les faites tomber, elles tournent comme ça. Ah ouais. Vous l'avez vu? Vous comprenez? Et en fait, pardon, oui. Et ça, moi je me rappelle, les parents habitent pour faire une histoire il y a 1 an et demi, ma mère est là, au Hachem, 13e étage. Alors prendre un de ça et le jeter du 13e étage, c'est un kiff. Parce que, voilà, l'hélicoptère. En fait, regardez, j'ai trouvé un article qui dit qu'ils se sont inspirés de ces graines pour faire un hélicoptère avec une seule lame, au lieu de, généralement ils en ont 2 ou 3, ils ont essayé d'en faire avec une seule en s'inspirant de ça. Et quand vous voyez une image, ça c'est une image composite, c'est-à-dire qu'ils ont fait plein d'images, regardez la beauté de comment elle descend dans son sens. C'est fantastique, hein? Ouais. Voilà. Technologie de la graine. Donc, nous devons revoir le modèle de ce scientifique. Ce n'est pas seulement un superordinateur, un programme gigantesque de chimique, c'est ici, il y a besoin de la Terre. Et de là, on comprend qu'il y a besoin même d'autre chose, n'est-ce pas? Et en fait, dans la chassidoute, il dit la graine c'est mâle et la terre c'est femelle. C'est intéressant comme concept. Hein? Le modèle est-il complet maintenant? Bien sûr que non. La pluie. Qu'est-ce qui manque? La pluie. Il manque l'eau. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'air, nous avons besoin du soleil. N'est-ce pas? Il lui manque un plein de trucs à ce scientifique-là. D'où il vient? Ok? Alors, voilà, on a besoin de tout ça. Alors, parlons de ces 3 choses. L'eau, le miracle de l'eau, H2O. Plus de 70% de la surface de la Terre et plus de 70% de notre corps sont constitués d'eau. C'est le meilleur solvant pour dissoudre les minéraux sans les détruire. Il a une basse viscosité et quand on transpire, ça nous permet de rabaisser la température du corps. On a le système nerveux autonome, il gère la température du corps. C'est un pelle incroyable. J'avais entendu une histoire fabuleuse d'un enfant que chaque fois qu'il était à la maison, il était malade. Quand il était à l'école, il allait bien. Pourquoi? Parce que son système ne marchait pas trop bien à la maison. Les parents n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'avaient pas d'air conditionné. Alors il avait toujours la température haute. Quand il allait à l'école, ils avaient l'air conditionné et la température se baissait à cause de l'air conditionné, mais son système ne marchait pas trop bien. Incroyable, hein? La densité de l'eau est plus basse que celle de densité de la glace est plus basse que celle de l'eau, c'est-à-dire la glace elle flotte sur l'eau. Vous savez qu'il n'y a que type 6 éléments, le silicium étant 1, 2. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas d'ordinateur et de téléphone et tout ça. Mais c'est un miracle ça, parce que si la glace elle tombait, ça veut dire que tous les fleuves, quand ils gèlent, ça aurait tué tous les poissons, fini, il n'y a plus de poissons. Par contre, ça reste à la surface et ça protège de façon thermique l'intérieur, parce que l'intérieur maintenant il est moins froid parce qu'il est protégé par cette couche de glace. Telle est la haute. La glace flotte sur l'eau, les poissons peuvent continuer à nager tranquillement, ils sont contents. Et maintenant, je veux discuter un point très technique. Alors, ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, ne comprennent pas. C'est OK. On a ce graphe-là. Quand j'ai vu ça, j'étais fasciné. Vous avez 2 hydrogènes et un autre atome. D'accord? L'eau, nous savons que c'est 2 hydrogènes et un oxygène. D'accord? Mais on peut faire avec d'autres atomes. Donc, si je prends 2 oxygènes et un tellurium, qui est en bas dans la même colonne du tableau de Mendeleïev, on a une température d'ébullition qui est un petit peu au-dessus de 0. C'est-à-dire qu'à température ambiante, c'est un gaz. Si on prend le sélénium qui est un peu plus haut, c'est encore plus bas. Donc il est encore plus gaz. Si on prend le soufre, il est encore plus bas, donc il est encore plus gaz. D'accord? Donc on s'attend, on voit, généralement il y a un trend, une tendance
Donc on s'attendrait que l'oxygène soit là. Donc que l'oxygène, la température d'ébullition de l'oxygène soit moins 70 degrés. Ce serait la chose normale. Et si la température d'ébullition de l'eau était 70 degrés, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'eau à température ambiante. On ne serait pas là en train de faire de cette discussion. Et on sait très bien que la température d'ébullition de l'eau, c'est plus 100 degrés. Pourquoi? Les chimistes ils vont vous dire, c'est la liaison hydrogène, etc., etc. Mais c'est un pélé. C'est un pélé. Elle aurait dû être ici. Mais Hachem, il a fait que celle-là, pour une raison ou une autre, elle est là. Et si elle n'était pas là, on ne serait pas là en train d'avoir notre discussion. Et en fait, le cycle de l'eau, il est fabuleux parce que vous savez que l'eau, elle évapore, et puis elle condense, et puis elle retombe. Mais ce qui y a, l'élément qui manque dans cette image, c'est le vent. C'est grâce au vent que l'eau évapore, par exemple, des océans, et puis elle est transportée sur Terre, et puis de là, elle descend. Et c'est un cycle. Et c'est un cycle magnifique. C'est le cycle de l'eau. Il y a le miracle de l'air. Parlons de l'air. L'air, c'est 21% oxygène, 79% azote et à peu près 1% d'argon et d'autres choses. Il est nécessaire pour la vie et il n'est pas inflammable, mais il peut continuer à faire brûler des choses. Et en fait, regardez un truc incroyable. On a besoin d'oxygène. Pourquoi Hachem n'a pas fait l'atmosphère qui était 100% oxygène? Si elle était 100% oxygène, quelqu'un allume une cigarette, elle va brûler pour toujours. Parce que ça continue à brûler. En fait, il y a ce qu'on appelle la limite de flammabilité du gaz de l'oxygène est 23,5%. Ça veut dire quand on a plus que 23,5%, c'est très dangereux. Parce que les choses s'enflamment à température même plus basse. Et c'est pour ça que dans les hôpitaux, alors Alain, c'est une place où il y a beaucoup d'incendies, parce que dans les salles opératoires, il y a beaucoup d'oxygène. Et donc, malheureusement, les choses peuvent s'enflammer beaucoup plus facilement que dans une ambiance normale. Donc, Hachem nous a donné presque le maximum d'oxygène pour la vie, mais pas beaucoup pour que ce ne soit pas dangereux. Incroyable, hein? Que se passe-t-il si nous n'avions pas d'atmosphère sur la Terre? Est-ce que vous connaissez cette planète? Vous la connaissez celle-là? On fait une berlacha chaque mois avec la Lune. C'est la Lune. La Lune, elle a plein de cratères, n'est-ce pas? Pourquoi elle a tous ces cratères? Elle a tous ces cratères parce que tout objet qui tombe sur la Lune n'a pas d'atmosphère qui le brûle, comme la Terre. Si un météorite tombe sur la Terre, il est brûlé par l'atmosphère. C'est pour ça le Challenger, le Shuttle, c'était très difficile de faire la coque. Elle devait être d'un matériau qui résistait au frottement à l'air de façon donc à température de fusion très 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 élevée. Et mais la Lune n'a pas d'atmosphère, donc n'importe quel objet qui tombe, il va faire un cratère. Mais nous, on n'a pas ça parce qu'on a l'atmosphère. Et le Soleil, parlons du Soleil maintenant. Le Soleil, c'est un centre de réaction thermonucléaire. Il a une température à l'intérieur de 15 millions de degrés. Sur la surface, 5600 degrés estimés. Et la température qui arrive à nous est exactement la bonne parce qu'elle est, premièrement, c'est la distance. Deuxièmement, c'est le filtrage de l'air. Et l'air, pas seulement elle filtre, mais elle filtre aussi les radiations nocives. Les ultraviolets et les gamma et les autres, elles sont filtrées. On a fait un peu de dégâts aujourd'hui, mais ça, c'est notre histoire. Mais elle fait passer la lumière visible qui est fondamentale à la vie, à la photosynthèse et tout ça. En fait, imaginez ce modèle, c'est vous dire, vous voulez chauffer cette synagogue, alors j'ai une idée. Je vais à Marseille, je vais mettre une centrale thermonucléaire super ultra chaude et la chaleur qui va arriver jusqu'ici va chauffer cette synagogue à la bonne température. C'est comme ça que ça marche. Le soleil, il est ultra chaud et puis on est là et on a exactement la température qu'il faut. Et il arrive en retard. Ouais, mais ça ne me dérange pas. On est à 150 millions de kilomètres distance Terre-Soleil. Et je veux montrer, ça c'est le Soleil, ok, c'est pas à l'échelle, mais la Terre, ça c'est la Terre. Vous voyez, alors je veux vous montrer ça. Vous voyez cette petite, regardez ce que je fais flasher là. Ça, je fais flasher, c'est l'épaisseur de l'atmosphère. Ce petit truc-là, c'est ce qui fait la différence pour qu'on soit en vie ou pas. Notre vie dépend de cette petite couche d'atmosphère qui a l'air dedans qu'on respire, qui filtre les radiations nocives, qui fait passer seulement le visible, qui filtre tous les objets pour qu'ils ne fassent pas des cratères, etc., etc. Et en fait, il maintient la température à la bonne température. Notre Terre, disons qu'elle est à 15 degrés. Si on était à Mercure, c'était 167, 460 pour Vénus, et puis ça commence à devenir moins 50. Donc on est exactement la combinaison de distance
et atmosphère pour connaître la température qui est pour la vie. Un coup de bol, hein. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir deux fois la Terre. Ça veut dire que C'est unique. c'est unique, oui, c'est unique, c'est vrai, c'est unique. Et puis évidemment, quand on parle de photosynthèse, c'est une réaction chimique fabuleuse qui produit l'oxygène, qui produit du sucre, et je peux même ajouter. Donc on revisite le modèle maintenant. Mais est-ce Le que mode- c'est vrai pour l'atmosphère là, qui se trouve, c'est la veille en ce moment, on parle de ça, là, c'est Ouais. à la mode. Mais moi, Le trou d'ozone, ouais. Enfin, c'est peut-être vrai, mais ça veut dire. il y en a qui sont... Alors, je ne sais pas où elle est la vraie vérité, Ah, d'accord. mais il y en a qui l'exploitent ça de façon forte, parce que ça génère beaucoup d'argent, ça génère de la recherche et tout ça. Est-ce que c'est vraiment tellement tragique comme ils font ou pas? Je ne sais pas la réponse. J'ai un copain, j'ai un collègue, quand il présente il veut montrer qu'on a besoin d'énergie alternative, alors il a cette carte du monde, il montre à partir de 1600 les températures, c'est du bleu, du vert, du jaune, du bleu, du vert, du jaune, de l'orange, et puis on arrive à tomber, rouge explosif. Du style, les températures, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne veux pas me prononcer. On est quand même plus chaud actuellement qu'avant. Je sais pas, on dit toujours ça, puis je me rappelle des hivers super froids, donc je sais pas beaucoup de Donc, On parle de géo-ingénierie, c'est-à-dire il y a des services maintenant dans beaucoup de pays qui modifient le climat en envoyant des particules chimiques justement dans c'est l'atmosphère. intéressant que vous me dites ça, parce que j'étais à Milan il y a 3 mois, et il faisait chaud et tout, et puis un soir, ma boule, c'était quelque chose, on dirait que comme l'Astérix, le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Et puis et c'était de la grêle, c'est des trucs de grêle comme ça. Ils ont la pauvre ma soeur, elle a acheté une voiture une semaine avant. Maintenant, elle a tous les trous dessus. Et il y a des arbres qui sont tombés dans les parcs, des trucs d'enfer. Et ça, c'était... Qu'est-ce qui se passe? Ce que vous me dites, ça semblait surnaturel, toute l'histoire. Totalement, c'est pas possible. Pour la guerre du Vietnam, les États-Unis ont utilisé justement ces possibilités-là de modifier le climat pour pouvoir stratégiquement lutter contre les Viet Cong à l'époque. On sait pas tout ce qui se passe. Quand vous dites vous ne savez pas, vous êtes un scientifique. En tant que scientifique, vous devez savoir ce genre de Non, choses. alors attendez. Un scientifique, ma définition scientifique, un vrai scientifique, c'est qu'il est honnête et quand il ne sait pas, il vous dit il ne sait pas. Il y en a d'autres qui ne savent pas et qui inventent quelque chose pour dire quelque chose. Quand je ne sais pas, je vous dis je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Un scientifique, ça ne veut pas dire qu'il sait tout de tout. Donc ça que vous me dites, c'est une nouveauté. Je ne dis pas c'est vrai, c'est pas vrai, je ne connais pas. Je veux m'informer, je veux regarder. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, parce que je n'ai jamais investigué ça. Donc, revoyons un peu la graine. Revenons à notre graine. C'est un super ordinateur, elle a un programme gigantesque, une usine chimique, il a besoin de la terre, de l'air, de l'eau, du soleil. Modèle complet ou pas? Non. Non, bien sûr, je pose la question, elle n'est pas complète. Il manque quelque chose. Et là, ça, c'est quelque chose, dans les missionnaires qui parlent de ça. Si on coupe un morceau de racine ou de branche et on les replante ailleurs, on a un arbre. Alors attends, on a toujours dit que c'était la graine et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et si maintenant, la racine ou la branche, elle peut créer l'arbre? L'ordinateur, c'est pas un ordinateur, c'est un réseau d'ordinateurs peut-être. Il y a l'information. Où il est l'ordinateur? Il est partout? Il est dans la graine, il est dans la racine, il est dans la branche, il est partout? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc il faut revisiter le modèle encore une fois. Et je ne vais pas le faire, parce que ça devient tout compliqué, mais on peut penser à l'ADN. L'ADN, c'est... Je vais vous dire un truc sur l'ADN qui est fabuleux. Je dois compte tenu. C'est un chiot que j'ai entendu d'un rave, le nom m'échappe maintenant, et il disait la chose suivante. Alors, il y a un copain qui vient chez moi et voit que sur la cuisine, il y a une tarte aux pommes
peine sortie du four, merveilleuse, une odeur merveilleuse. Elle dit, oh Daniel, je savais pas que tu étais un chef, elle est merveilleuse cette tarte aux pommes. Je dis, mais écoute, je vais être honnête avec toi, tu sais, je sais pas cuisiner. C'est que quand je suis sorti, la fenêtre était ouverte. Et puis, il y a eu un gros, il a commencé à pleuvoir. Et le vent, il a fait tomber la farine dans le poêle. Et puis l'eau, elle est tombée dedans. Et puis la terre a commencé à trembler, ça fait tomber dans le four, ça a activé. Entre-temps, le mixeur, il y a des pommes qui sont tombées, elles se sont giclées dessus. Et puis, non, tu racontes, c'est des conneries, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais je t'assure, j'ai rien fait ça. Ok. Alors il dit, bon, peut-être qu'il a raison, c'est un gars honnête, je le connais, il est honnête. Alors il prend un bout de pomme, et à peine il prend un bout de pomme, il y a dessus un papier qui explique la recette sur comment faire la tarte aux pommes. Il dit, alors là, t'exagères, il y a même la recette. Qu'est-ce que c'est l'ADN? C'est la recette. C'est la recette. Nous avons des cellules qui sont incroyables, compliquées, tout ça, c'est la recette, et il y a la recette dedans. Donc, Kadosh Baruch Hu, il nous a mis même le programme et la recette dessus pour nous dire, attends, ne pense pas que c'est un truc de micré tout à fait par hasard. Je te mets même les instructions dedans. Ok, juste une petite parenthèse. Je ne peux pas me Excusez-moi, puisque oui. Vous avez parlé de l'ADN, c'est oui. vous qui en avez parlé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement l'ARN? En quoi l'ARN vient faire quelque chose par rapport à l'ADN? Ok, je ne suis pas un expert de biologie. En fait, mon labo, il fait des synthèses de matériaux non biologiques. Mais l'ARN, comme vous savez, on l'a utilisé pour le vaccin, n'est-ce pas? C'est l'ARN messager plutôt. L'ARN messager plutôt. Et l'ARN, il a été je pense que je suis qualifié pour répondre à cette question. Elle est trop technique. Parce que Dites un petit peu c'est trop technique. C'est technique dans le sens que Parce qu'il y a vous des savez que rapports, l'ADN, il fait quand une même des copie, il y a l'ARN et l'ADN, ça permet de faire une copie d'un quelque chose qui est extrêmement compliqué. Tout le processus, je vous suggère de regarder sur l'internet, il y a des animations qui sont très bien faites, qui montrent la division de l'ADN et la reformation d'un nouveau ADN, etc. et le rôle de l'ARN dans tout ça. Je ne suis pas un grand baki dans tout ça. Comment se fait-il qu'en Israël, Oui. il y ait des rabbins, des rabbinim, Oui. qui ont mis en garde justement par rapport à l'utilisation de l'ARN, que ça venait justement modifier ce que Hachem a voulu? C'est pas les rabbins, il y avait des gens qui étaient contre le vaccin qui disaient ça. Ah non, il y a eu des, excusez-moi, il y a eu des interventions écrites de rabbins indiquant clairement qu'il y avait, on venait contrarier le programme d'Hachem. Je ne sais pas de quel rabbin vous parlez. Je sais que le Rav Kanievski et les autres Gadolim, ils disaient de faire le vaccin. Donc, je ne parle pas de vaccin, je parle d'ARN. D'ARN. L'ARN messager, le vaccin, il fonctionnait comme ça. Donc, parce que l'ARN, la technique de l'ARN intervient pour guérir certaines maladies. Attendez, la technique, si on parle de ça, j'avais regardé un petit peu sur l'ARN messager. Mais un rabbin de la vie avant tout, excusez-moi, par tous les moyens. J'ai pas compris. Excusez-moi, je ne suis pas suffisamment experte. Mais je ne parle pas de l'ARN messager, je parle de façon générale. Oui. Un rabbin, il va dire de tout essayer pour sauver une vie, même une seconde de vie. Je ne vois pas pourquoi il se serait opposé à ce qu'on dit. Je n'ai jamais dit qu'il s'était On a opposé. prouvé qu'après le vaccin, c'était la 3 ans en arrière, on était dans un... Les conséquences, on ne les connaît pas encore. On ne les connaît pas encore, les conséquences. Mais ça... La seule chose, je peux vous dire juste une chose, ce que je connais. Je vais parler juste de ce que je connais. C'est que j'avais investigué pour si faire le vaccin ou pas. Et honnêtement, je ne voulais pas le faire. Puis j'étais demandé à mon rabbin, à la fin, il m'a convaincu de le faire, je l'ai fait. Mais je vais vous dire une chose. J'avais regardé au niveau scientifique les articles, les review articles. C'est-à-dire, il y a des articles qui analysent un certain sujet. Qu'est-ce qui a été fait dans les dernières 20 années, 30 années de ça? Et sur la méthode ARN messager, il y avait au moins une quinzaine de sociétés
des milliards et des milliards de dollars qui avaient été investis. Ils avaient investigué plusieurs réfouotes pour des différents types de cancers. Il n'y en avait pas une seule qui avait marché. Allez. Et donc, mon raisonnement était du style, comment est-ce que le vaccin, on peut être sûr que c'est un vaccin qui marche, qui a été développé en 5 mois, quand pendant 25 ans avant, on a réussi à pratiquement rien faire avec cette technologie. Question, c'est une question, je ne dis rien du tout, je pose juste la question. Je veux revenir à ça un instant. Si on revient ici. Bon voilà, ça c'était le... En fait, on est pratiquement à la fin. Je veux juste clôturer tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Premièrement, si vous voulez voir un peu plus de détails sur d'autres choses, il y a plein de vidéos. Je crois qu'il y en a 32 ou 33 maintenant sur ça. Il y en a même une principale. Ça, c'est avec Dominique, je pose cette question. Quel est le message clé que nous devons comprendre lorsque nous voyons qu'il y a de la planification, lorsque nous voyons il y a une complexité structurée, il y a une parfaite fonctionnalité, une synchronisation entre tout, un synchronie entre tous les systèmes complexes qui sont là, et on voit aussi la beauté de ce qu'on a. On a vu des choses très jolies aujourd'hui, dans tous les aspects de la création. Quelle est la question, quel est le message quand on voit tout ça? C'est justement qu'on voit la main de Hachem. Et maintenant, je veux revoir la phrase de Rav Sitruk. Maintenant que vous avez vu tout ça, hein, voyons quel effet ça vous fait de dire une phrase comme ça. La nature est le voile pudique de protection que Dieu étend sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en Dieu. Attendez un instant. Juste avant qu'on commence, on pensait une graine. Je mets une graine, j'ai un arbre, on est habitué, c'est normal, c'est derech hateva. Maintenant, on a vu beaucoup de détails. On a même laissé le lecteur sur sa faim parce qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. On a encore des questions qui sont ouvertes. Et on voit là la nature, c'est le voile pudique de protection qu'Hachem a étendu sur l'homme pour ne pas le forcer à croire en lui. Alors, Hachem est le merveilleux créateur qui fait tout cela au service du bien et de la vie. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que actuellement les êtres humains dotés d'une intelligence supérieure, parce qu'ils se targuent d'avoir une intelligence plus élevée que la moyenne, font pour cette création. J'ai comme l'impression que tout actuellement n'est plus au service du bien, mais au service du mal, au service de la destruction. Et je fais par exemple allusion à ce mouvement transhumaniste qui cherche à remplacer l'être humain par un être humain modifié, un être humain cyborg, c'est-à-dire mi-homme, mi-machine. Vous avez posé la question au début de votre exposé, justement parce que vous avez mis Hachem au milieu. Pas au milieu, en tête. Au milieu, en tête, partout, il est infini, il est merveilleux. Mais il nous laisse le libre arbitre. Mais qu'est-ce que font les êtres humains actuellement? Ils sont en train de détruire. Vous parliez tout à l'heure qu'une graine, elle a besoin de la terre. Et que la terre, elle a besoin, par exemple, de la bouse de vache, parce que c'est le meilleur des nutriments. Et on a abîmé les sols avec de l'azote, avec plein de matières chimiques. On a la Bechira, et quand vous analysez les inventions, malheureusement, toutes les grandes inventions ont toujours été utilisées en premier pour des buts non bons. L'Internet, c'est un truc fabuleux. Je ne peux pas faire mon boulot sans l'Internet, mais l'Internet, il est sorti, il y a des trucs horribles sur Internet, n'est-ce pas? La presse, l'imprimerie, ça devait être quelque chose de fantastique pour diffuser le savoir, et ça a été utilisé beaucoup trop souvent comme instrument du mal. Donc on a une Bechira, et l'homme, il peut utiliser tout ce qu'on invente pour le bien ou pour le mal. Maintenant, il y a ChatGPT. ChatGPT est très effrayant comme truc. On ne sait plus qui est vrai, qui n'est pas vrai. Je disais juste l'autre jour, j'étais à Torah Box la semaine dernière, et quelqu'un il m'a montré une vidéo de Benjamin Ben Amour, le chef de Torah Box.
ils disent quelque chose en français, et puis ils commencent à parler en italien. Et j'entends, il a un accent fantastique. Et puis il parle en allemand, comme un allemand. Et puis il parle espagnol. Et puis il parle le tchèque. Et puis il parle le portugais. Et vous dites, avec sa voix. Et vous dites, bah, c'est incroyable, je ne savais pas qu'il parlait italien et toutes ces langues et tout ça. C'était du ChatGPT. ChatGPT, il a pris sa diction, son intonation et tout ça, et il le fait parler avec un accent impec toutes ces langues. Voilà. Mais c'est pas. Je veux juste passer deux transparents. Donc, quand on voit tout ça, merci Hachem pour ce monde merveilleux. Et maintenant, comme le Rav Dormi le disait, question sur n'importe quel sujet. Mais moi, j'ajoute, sans aucune garantie que je puisse y répondre. Voilà. Ok. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, j'ai cette email qui est fantastique parce qu'elle marche en anglais et en français. science613miracle @gmail.com ou science613miracles@gmail.com. Ça marche dans tous les deux. Ok, merci beaucoup.